précédemment dans Tempus Fugit. En 1187, les croisés perdent Jérusalem au profit de Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Malgré les immenses espoirs qu'il soulève, la troisième croisade est un échec. Il ne faut pas 10 ans pour que le nouveau pape, Innocent III, décide que le moment est déjà venu de prêcher une quatrième croisade. La cible de l'expédition, ce coup-ci, c'est Alexandrie, la porte d'entrée vers l'Égypte, le cœur de la puissance ayyubide. Pour la traversée, les croisés passent contrat avec Venise qui mobilise sa flotte. Mais le jour du départ, les croisés se présentent 3 fois moins nombreux que prévu et n'ont pas les moyens de régler la somme convenue. Le vieux doge de Venise, Enrico Dandolo, enfin renard qu'il est, accepte de convoyer la croisade jusqu'en Égypte à condition que celle-ci l'aide tout d'abord à mater la cité rebelle de Zara sur la côte dalmate. Malgré les réticences, les croisés s'exécutent, provoquant la colère pontificale pour avoir bravé l'interdit de lever la main sur une ville chrétienne. Mis au banc de la chrétienté, les croisés sont alors approchés par un prince byzantin en exil, Alexis Ange, dont le père a été évincé du trône impérial. Celui-ci leur propose de l'aider à récupérer la couronne, en échange de quoi il leur promet 200 000 marques d'argent, 10 000 soldats pour la suite de la croisade, et la réconciliation des églises catholiques et orthodoxes. Alléchée, la flotte vogue donc vers Constantinople, qu'elle atteint le 23 juin. La ville est réputée imprenable. Elle a grosso modo la forme d'un triangle baigné par l'eau sur 2 côtés, la mer de Marmara au sud et la Corne d'Or au nord. Sur son 3e côté, côté terre donc, elle est protégée par la redoutable muraille de Théodose. C'est une ville comme il n'en existe alors aucun équivalent en Europe. Elle compte 400 000 habitants, parmi lesquels, outre les Byzantins bien sûr, on croise des Vénitiens, des Génois, des Pisans, des Amalfitains, des Arabes, des Turcs, des Russes, même des Scandinaves et des Anglo-Saxons qui constituent à l'époque la garde privée de l'empereur. La ville est la plaque tournante du commerce international de l'époque, là où aboutissent les routes commerciales d'Asie, d'Afrique, d'Europe occidentale et de Russie. Depuis 800 ans, Avars, Perses, Arabes, Bulgares, Russes, Hongrois, tous ont déjà essayé de la conquérir. Et jusqu'ici, tous ont échoué. En fait, les croisés espéraient bien ne pas devoir la prendre, et qu'à la seule arrivée d'Alexis Ange, la population se soulèverait d'elle-même pour renverser l'usurpateur et leur ouvrirait grand les portes. Pas de chance, ça n'arrive pas. Visiblement, les Byzantins se soucient du jeune Alexis comme de leur première chlamyde. Si les croisés veulent la ville, il va leur falloir la prendre de force. Si la ville a une faiblesse, c'est sur la Corne d'Or, où la muraille est moins haute et où d'étroites bandes de terre à son pied peuvent permettre de poser des échelles. Mais l'accès à la baie est fermé par une lourde chaîne tendue entre la ville et le quartier de Galata sur la rive opposée. C'est à cet endroit que les croisés lancent le premier assaut, le 5 juillet 1203. Les combattants sont chargés sur des navires de transport, remorqués jusqu'à la grève par des galères, et munis de rampes de débarquement à leur bord. Ainsi, les chevaliers peuvent monter à cheval sur le pont du navire et charger directement les défenseurs sur le rivage. Les forces byzantines sont balayées, et les croisés s'emparent de la tour de Galata, qui contrôle l'entrée de la Corne d'Or. Le lendemain, à l'aide de navires béliers cuirassés, la flotte vénitienne s'emploie à briser la chaîne à l'entrée du port, puis détruit ce qui reste de la flotte impériale. Le 11, les chevaliers latins parachèvent l'encerclement de la ville en assiégeant la muraille terrestre. Mais encore faut-il savoir la franchir. Les assaillants élaborent alors un plan d'attaque double, à la fois par terre et par mer. Pendant que les Francs engagent les Byzantins sur le rempart de Théodose, les Vénitiens attaquent la muraille maritime. Les navires sont transformés en tours de siège flottantes, avec des plateformes fixées en haut des mâts ou sur les gaillards arrière. L'adresse des rameurs permet de les accoster contre la muraille et de débarquer des hommes sur le rempart. Pour galvaniser ses troupes, Enrico Dandolo, je rappelle que le gars est aveugle et quasi centenaire, donne l'exemple en débarquant en personne sur le rivage et ordonne qu'on dresse les échelles de siège. Les Vénitiens prennent l'avantage sur les défenseurs, parviennent à ouvrir une porte, et les soldats débarqués des galères pénètrent en masse dans la ville pour attaquer dans le dos la garnison aux prises avec les Francs.
Au soir du 17 juillet, et malgré une contre-attaque dévastatrice de la garde varangienne, la garde privée de l'empereur, les croisés se sont emparés de 25 tours. Mais pour prendre la ville, il faut encore franchir une seconde enceinte, celle du mur de Constantin. Plus ancienne et moins haute que la muraille de Théodose, elle reste un défi considérable. Les assaillants sont ainsi persuadés que le plus dur reste à faire. La bataille, en fait, est déjà gagnée. Est-ce l'ingéniosité et la détermination des assaillants qui lui font prendre peur, ou bien pense-t-il que le meilleur parti réside dans une retraite stratégique? On ne sait pas, mais toujours est-il que dans la nuit du 17 au 18, Alexis III fuit la ville. Isaac de Ange est tiré de sa prison et rétabli sur le trône aux côtés de son fils, proclamé co-empereur sous le nom d'Alexis IV. Jusqu'à présent, ce dernier a manœuvré à merveille, mais le conte de fées s'arrête là. Alexis III en effet s'est sauvé avec le trésor impérial, et le nouveau Basileus n'a pas les moyens d'honorer sa promesse aux croisés, lesquels, au lieu de reprendre la mer, campent dans la place en attendant leur dû. Quant à la réconciliation des églises, le clergé orthodoxe ne veut pas en entendre parler, pas si c'est pour se soumettre à la tutelle de Rome. Entre les Grecs et les Latins, rapidement perçus comme une force d'occupation, les relations se dégradent très vite. Le 19 août, des émeutes éclatent et aboutissent au meurtre de plusieurs Pisans et de Vénitiens. Les Latins ripostent en incendiant un quartier de la ville. 150 hectares de bâtiments partent en fumée, et des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent sans abri. Mais Alexis IV ne se rend pas compte du danger, ni de la menace que représentent les croisés, ni de l'exaspération croissante dans son propre camp. Mal lui en prend. Après un ultimatum lancé par les croisés en décembre 1203, la coupe est pleine. Le 28 janvier 1204, un nouveau coup d'État, oui encore un, destitue Alexis IV et porte au pouvoir un représentant de la puissante famille Doukas, Alexis V. Ouais, encore un. Pas plus que son prédécesseur, qu'il fait étrangler pour éviter un nouveau comeback, Alexis V n'a l'intention de payer l'argent réclamé par les croisés. Mieux, il les fait chasser de la ville en leur disant en substance d'aller se faire pendre ailleurs. Le sort de l'Empire byzantin s'est joué là. Les croisés en effet n'ont plus le choix. À court de nourriture et d'argent, ils n'ont d'autre solution que de prendre la ville une nouvelle fois. Certes, il avait fallu l'aide des Vénitiens la fois d'avant, mais justement, le vieux doge Dandolo et sa flotte mouillent toujours dans la Corne d'Or. Alors on va les voir, on négocie, et on trouve un terrain d'entente pour obtenir l'aide vénitienne en vue de l'assaut. Non, il ne demande pas grand-chose, le vieux. Seulement les 3/4 du butin issu du pillage et le quart et demi de l'empire de Romanie. Rien que ça. Le 9 avril, on tente un premier assaut, toujours contre la muraille maritime. Mais les défenseurs repoussent les assaillants. Les croisés doutent un peu. Heureusement, on peut compter sur le soutien des prêtres, qui leur assurent que combattre ces Grecs fourbes et schismatiques est une action agréable à Dieu. Quasiment une mission divine. Voilà qui remonte bien le moral. Le 12 avril, le jour de Pâques, des mines de sable font s'écrouler une partie du rempart, et les Latins débordent enfin les défenseurs. Si les croisés s'étaient bien tenus lors de la première conquête de la ville, puisqu'on venait rétablir l'empereur légitime, pas envahir sa capitale, cette fois-ci, il n'est plus question de la moindre retenue. Pendant 3 jours, la cité est mise à sac, méticuleusement. Les tombeaux des empereurs, à l'église des Saints Apôtres, sont éventrés. Les églises, profanées pour en dérober les reliques. Plus de 300 d'entre elles quitteront la capitale byzantine à destination de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie. Et pour la plupart pillées par des prêtres en plus. Les Vénitiens ramènent chez eux les 4 chevaux en cuivre qui décorent l'hippodrome et qu'on peut voir aujourd'hui sur la façade de la basilique Saint-Marc. Incendie, meurtre, viol se succèdent. S'il y a un événement qui marque une fracture irréductible entre chrétiens d'Occident et d'Orient, bien plus que le schisme de 1054, qui après tout n'était qu'une querelle d'ecclésiastiques, c'est bien celui-là. Jamais les Grecs ne pardonneront à l'Occident ce coup de poignard dans le dos. Cette haine irréversible mise à part, la prise de Constantinople par les croisés entraîne 2 conséquences immédiates. La première, c'est que désormais, fini la croisade. Les soldats du Christ ne verront jamais l'Égypte, encore moins la Terre Sainte.
Et la raison à cela réside dans la seconde conséquence, le dépeçage de l'Empire au profit des conquérants, qui se taillent des royaumes, des principautés, des domaines, et n'ont donc plus tellement envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Venise obtient l'Eubée, la Crète, les îles Ioniennes, une partie du Péloponnèse et le contrôle des détroits sur les Dardanelles et le Bosphore, des escales cruciales sur les routes commerciales de la Méditerranée orientale et en direction de la mer Noire. À Byzance, en lieu et place du Basileus déchu, on instaure un empereur latin de Constantinople dont le titre revient à Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut. La réunion des églises, on y procède de force, avec l'élection d'un patriarche latin à la place du patriarche orthodoxe, dont la charge revient au Vénitien Tommaso Morosini. Boniface de Montferrat, l'ancien chef de la croisade et candidat malheureux au titre d'empereur latin, se taille un royaume autour de Thessalonique et tente de faire passer la pilule auprès des populations locales en épousant Marguerite de Hongrie, la veuve d'Isaac de Ange. Geoffroy de Villardouin, autre capitaine de la croisade, s'arroge une principauté d'Achaïe dans le Péloponnèse, etc., etc. Quant à Alexis V Doukas, qui avait également fui Constantinople en voyant la ville perdue, il connaît une fin misérable. Dans un premier temps, il trouve refuge auprès d'Alexis III Ange, et les deux hommes pensent pouvoir collaborer afin d'organiser la résistance byzantine contre l'envahisseur. Mais finalement, Alexis III se dit que 2 empereurs, c'est un de trop. Il tend une embuscade à son rival et lui fait crever les yeux. En fuite, abandonné de tous, Alexis V est capturé et renvoyé à Constantinople, où Baudouin le condamne à avoir les os brisés en châtiment du meurtre d'Alexis IV. On le fait monter sur une plateforme en hauteur, sur le forum de Théodose, et on le jette dans le vide. Alors, leader incontesté de la résistance byzantine, Alexis III ? Eh ben, pas vraiment. Le bonhomme va d'échec en échec. D'abord face à Boniface de Montferrat pour le contrôle de la Macédoine, ensuite, après être passé en Asie mineure, face à un autre rival byzantin, Théodore Lascaris, lequel le fait enfermer dans un monastère où Alexis meurt vers 1211. Il s'en est bien tiré tout de même parce que lui, a priori, il a eu le droit de garder ses yeux. En fait, il n'existe pas de mouvement de résistance coordonné à l'envahisseur latin. Bien au contraire. La prise de Constantinople, c'est surtout le signal d'un chacun pour soi général. Les Bulgares, notamment, battus et annexés 2 siècles plus tôt par Basile II le Bulgaroctone, en profitent pour s'émanciper de l'autorité de Constantinople et restaurer un royaume indépendant, lequel le restera jusqu'à la conquête ottomane. Trébizonde, sur la côte paphlagonienne, devient la capitale d'un État gouverné par une branche de la dynastie des Comnènes qui perdurera jusqu'en 1461, 8 ans après la conquête de Constantinople par les armées du sultan Mehmed II. En Grèce occidentale, c'est un rejeton de la famille Doukas qui se hisse à la tête d'un despote à l'Épire qui arrache Thessalonique aux héritiers de Boniface de Montferrat en 1224. Mais c'est sur la façade égéenne de l'Asie mineure, autour de l'empire de Nicée et de Théodore Lascaris, que l'empire byzantin trouve son héritier véritable. C'est de là que vient la Reconquête qui, après 60 ans d'exil, referme la parenthèse latine à Constantinople et restaure officiellement l'empire byzantin. Mais le nouvel empereur, Michel VIII Paléologue, récupère une capitale en ruine et exsangue. 35 000 habitants seulement, 10 fois moins qu'au début du siècle. Et la dynastie qu'il fonde règne sur un territoire qui serait réduit comme peau de chagrin, incapable d'enrayer son déclin face à l'essor du voisin ottoman. Est-ce qu'au moins la chrétienté a bénéficié de cette 4e croisade ? Même pas. La création d'un empire latin à Constantinople aurait pu être un formidable soutien pour les États latins d'Orient, une base de départ solide pour les croisades futures. D'ailleurs, c'est sans doute ce que les croisés avaient en tête au moment de décider du dépeçage de Byzance. Après tout, entre byzantins et croisés, on ne s'était jamais vraiment compris ni apprécié. Les croisés avaient déjà eu l'occasion de reprocher aux Basileis leur jeu diplomatique un peu trouble, qui cherchait volontiers la coexistence avec les voisins musulmans plutôt que de soutenir la croisade à outrance. L'empereur Manuel Ier Comnène, sans doute le souverain le plus puissant de cette dynastie, est tout au long de son règne davantage préoccupé par l'idée de raffermir sa suzeraineté sur l'outre-mer chrétien que par sa viabilité à long terme. Mais les conquérants de Constantinople, en morcelant le territoire en principautés rivales, se sont sabordés d'entrée. Et après le rétablissement byzantin, et la haine qui divise désormais Grecs et Latins, les royaumes d'outre-mer se retrouvent plus isolés que jamais. En
En Occident, le détournement de la croisade suscitait des réactions ambiguës. S'il s'en désole officiellement, le pape accepte de pardonner leurs actes aux croisés, à condition qu'ils restituent le butin pris à Zara pour faire porter le blâme sur les seuls Vénitiens. Peut-être pour couvrir ses arrières, ou peut-être simplement pour ne pas décrédibiliser le projet même de croisade. Ah oui, parce que malgré cet échec, Innocent III n'a pas perdu espoir de libérer un jour la ville sainte. En 1215, il remet le couvert et commence à prêcher la 5e croisade, finalement concrétisée sous son successeur. Mais toutes les croisades du XIIIe siècle seront des échecs. Seule l'expédition de Frédéric II de Hohenstaufen, empereur germanique excommunié, obtiendra la rétrocession de Jérusalem en 1229. Mais par la voie diplomatique plutôt que par la conquête, ce qui fait scandale dans toute la chrétienté. Et c'est un succès éphémère, puisque la ville est définitivement perdue 15 ans plus tard. En fait, l'Occident se désintéresse peu à peu de ses royaumes en Outre-mer. Les chevaliers teutoniques fondent leur propre État et mènent leur propre croisade contre les païens de la Baltique. Les Espagnols sont occupés par la Reconquista de la péninsule ibérique. Le pape Grégoire IX caresse quant à lui le projet d'une croisade dirigée non pas contre les musulmans, mais contre l'Empire de Nicée, qui mène la vie un peu trop dure à son goût au faible empire latin de Constantinople. Saint Louis, enfin, qui en 1270 prend la tête de la 8e croisade, trouve plus pertinent de viser Tunis plutôt que l'Égypte ou la Terre Sainte. Malgré les espoirs de certains, l'Occident n'enverra jamais plus de croisade libérer Jérusalem. 20 ans après cette dernière expédition, le dernier bastion latin en Palestine, Saint-Jean d'Acre, tombe à son tour aux mains du sultanat mamelouk d'Égypte, la puissance dominante du Moyen-Orient, désormais et pour 2 siècles encore.